Le roman, on a tous l'impression de savoir ce que c'est. Et pourtant, depuis sa naissance, cette forme littéraire a toujours été un vrai casse-tête. Pas forcément pour nous les lecteurs, mais pour lui-même. C'est une sorte de crise d'identité qui dure en fait depuis des siècles. Alors, voilà la grande question. Ça a l'air simple comme ça, mais en réalité, la réponse est incroyablement compliquée. En fait, et c'est ça qui est paradoxal, c'est peut-être justement son incapacité à être défini qui est sa meilleure définition. Et ce qui est fou, c'est que ce débat n'est pas récent du tout, hein. Déjà en 1888, Guy de Maupassant trouvait ça complètement absurde d'essayer de mettre le roman dans une case. Cette crise d'identité, elle n'est pas nouvelle, elle est littéralement dans l'ADN du roman. Bon, alors pourquoi un tel bazar? On va voir que la principale caractéristique du roman, ça a toujours été son absence de caractéristiques. C'est un genre qui s'est construit un peu à l'arrache, sans plan, sans mode d'emploi. Pensez une seconde. La tragédie, l'épopée, tous ces genres ont des règles bien précises, presque une recette. Mais le roman, c'est le Far West. Pas de règles formelles, des origines assez floues, un sujet qui peut aller du drame intime à la science-fiction, un ton qui peut être hyper sérieux ou complètement loufoque, et surtout, comme le disait le théoricien Michael Bakhtin, c'est le seul genre qui n'est pas fini. Il est toujours en chantier, un vrai hors-la-loi de la littérature en somme. Et pour comprendre d'où vient ce statut de rebelle, il faut faire un petit voyage dans le temps. Parce que non, le roman n'est pas né comme un genre noble et respecté. Au contraire, il est né comme le vilain petit canard de la littérature. À l'âge classique, la littérature, c'était une pyramide très rigide avec les idées d'Aristote tout en haut. Au sommet, on avait les genres nobles, l'épopée, la tragédie, la grande classe. Et tout en bas, dans la cave, il y avait les parias, les mal-aimés. Et devinez qui était en tête de liste? Le roman, bien sûr. Pour vous donner une idée du mépris, Aristote, le grand Manitou de l'époque, n'en parle même pas. Pour lui, ça n'existait tout simplement pas. Et en fait, tout commence avec son nom. Roman, ça vient du latin romanitier, et ça voulait juste dire écrit dans la langue de tous les jours, la langue du peuple, par opposition au latin, la langue prestigieuse des savants. Donc dès le départ, il portait l'étiquette de populaire, pas très sérieux. Et puis, comme dans toute bonne histoire, un révolutionnaire est entré en scène. Un écrivain qui a non seulement piétiné les quelques règles qui existaient, mais qui a surtout prouvé que ce chaos, cette absence de règles, c'était en fait la plus grande force du roman. Ce type, c'est Rabelais. Avec Gargantua et Pantagruel, il a transformé la littérature en un immense laboratoire de savants fous. Il a regardé tous les autres genres bien établis, non pas comme des modèles à copier, mais comme des ingrédients à piquer et à mélanger dans sa propre mixture littéraire. Et il y est allé sans aucune retenue. Le roman de chevalerie, hop, dans la marmite. La chronique historique, pareil. Il va même piocher dans des traités de médecine ou des textes de loi, souvent pour les parodier et les tourner en ridicule. C'est exactement ce que Bakhtin appelait un genre impérialiste, parce qu'il dévore tous les autres. Et Rabelais, c'était l'empereur de ce pillage créatif. Forcément, une telle liberté, ça ne pouvait pas rester calme bien longtemps. Et au XVIIe siècle, c'est la guerre civile du roman qui éclate. Deux camps, deux visions totalement opposées de ce que le roman devrait être, vont s'affronter. D'un côté, on a le premier camp, ceux qui veulent rentrer dans le rang. Leur plan, rendre le roman respectable. Et pour ça, ils vont essayer de le transformer en une sorte de grande épopée en prose. Le résultat, ce sont des livres monstres, des pavés de milliers de pages, bourrés d'actions héroïques et de grands sentiments. Pour avoir une petite idée du style, cette description de l'Astrée d'Honoré d'Urfé est parfaite. On nous parle d'un monde de petits agneaux poudrés avec un ruban rose et de bergers en talons hauts. On est très très loin de la réalité, hein. C'est un monde complètement idéalisé et des autrices comme Madeleine de Scudéry ont poussé le délire à son maximum, avec des romans qui dépassaient les, tenez-vous bien, 13 000 pages. Mais évidemment, face à cette tentative de normalisation, une résistance s'organise. Le deuxième camp. Et eux, ils vont faire le pari exactement inverse. Plutôt que de cacher le statut de paria du roman, ils vont le revendiquer et en faire leur plus grande force. Et c'est comme ça que naît ce qu'on appelle l'anti-roman. Le principe est simple, au lieu de faire semblant d'être sérieux et grandiose, l'anti-roman va se moquer ouvertement des autres romans. Fini les mondes parfaits et les héros sans défaut, on revient au réalisme, à la satire et à une conscience aiguë que tout ça, ce n'est qu'une fiction. Le contraste est saisissant. D'un côté, les romans héroïques, avec leurs héros parfaits, nobles, courageux, dans des aventures épiques. De l'autre, l'anti-roman, avec ses personnages pleins de défauts, un peu ridiculeux parfois, bref, des gens comme nous qui vivent des galères du quotidien. C'est vraiment le match idéalisme contre réalisme. Et le champion de cette rébellion, c'est lui,
Paul Scarron. Son chef-d'œuvre, le roman comique, est une véritable bombe lâchée sur les prétentions du roman héroïque. Son but n'est pas seulement de raconter une histoire, non, c'est de démonter la machine à histoire elle-même. Tendez l'oreille. À un moment, Scarron écrit noir sur blanc, l'auteur se reposa quelque temps et se mit à songer à ce qu'il dirait dans le second chapitre. C'est génial. Il nous parle directement, il commande son propre travail, il nous montre les ficelles et casse complètement l'illusion de la fiction. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la métafiction, et Scarron y maîtrisait ça à la perfection au XVIIe siècle. Et c'est là le point de bascule. Les auteurs d'anti-romans comme Scarron ont prouvé une chose fondamentale. La plus grande faiblesse du roman, son absence de règles, est en réalité sa plus grande force. C'est sa liberté totale, sa capacité à tout absorber, à se parodier lui-même et à se réinventer en permanence qui le rend si puissant. Toute cette histoire nous laisse avec une pensée assez vertigineuse. Si le roman est ce genre par nature inachevé, ce champ des possibles infinis, alors qu'est-ce que ça nous dit sur les histoires qu'on choisit de raconter aujourd'hui ? Avec cette liberté absolue, quelle forme décide-t-on de lui donner ? La question reste ouverte.